Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui fascine autant qu'il interroge, le channeling. Imaginez un instant, être capable de discuter avec des entités d'autres dimensions, des guides spirituels ou, qui sait, des consciences venues d'ailleurs. C'est la promesse un peu folle du channeling, aussi appelée canalisation. On va donc plonger ensemble au cœur de cette pratique qui se situe vraiment à la frontière entre conscience, spiritualité et psychologie. Et ça, c'est la question qui est au centre de tout. Est-ce qu'un être humain peut réellement devenir une sorte de pont, un canal, entre notre réalité bien tangible et d'autres plans d'existence? C'est une idée assez vertigineuse et c'est précisément ce mystère qu'on va essayer de démêler. Bon, pour s'y retrouver dans ce sujet assez complexe, voilà le programme. On va d'abord définir ce qu'est exactement le channeling, ensuite petit voyage dans le temps pour voir d'où ça vient. Après ça, on regardera les différentes manières de le pratiquer, sa place dans notre monde actuel, et on terminera sur le grand débat science contre spiritualité. C'est parti. Allez, on commence par le début. Avant toute chose, il faut qu'on soit bien d'accord sur les termes. Concrètement, qu'est-ce qu'on entend par channeling? Alors, l'idée de base, c'est celle d'un intermédiaire. On a une personne qu'on appelle un channel ou un canal qui va entrer dans un état de conscience particulier pour recevoir et retransmettre des messages. Et ces messages, ils ne viendraient pas de son propre esprit, mais d'entités qu'on qualifie de non physiques. Ça peut être des guides spirituels, des anges, des intelligences d'autres galaxies. L'Institute of Noetic Sciences, un organisme qui étudie ces phénomènes, va même plus loin. Il décrit le channeling comme la révélation d'informations et d'énergie qui ne serait limitée ni par l'espace ni par le temps. Autant dire que ça remet en question pas mal de nos certitudes sur la réalité. Maintenant, un peu d'histoire. Parce que même si le mot channeling a l'air assez moderne, la pratique, elle, est vieille comme le monde. Vraiment, c'est une idée qui plonge ses racines très très loin dans le passé de l'humanité. Ce qu'on voit ici, c'est une sorte de fil rouge à travers l'histoire. Dans l'Antiquité, on avait les Pythies de Delphes en Grèce qui entraient en transe pour délivrer les messages du dieu Apollon, ou les chamans qui, partout dans le monde, servaient d'intermédiaires avec le monde des esprits. Puis, on fait un bond jusqu'au 19e siècle. En 1848, tout bascule avec les Sœurs Fox aux États-Unis. Elles lancent le mouvement spiritualiste qui va vraiment structurer et populariser l'idée qu'on peut communiquer avec les morts. C'est un peu l'ancêtre direct du channeling moderne. Et enfin, le coup de projecteur arrive dans les années 70 et 80 avec le mouvement New Age. C'est là que le terme channeling explose, notamment grâce à des figures comme Jane Roberts qui a canalisé pendant des années une entité fascinante nommée Seth. Ok, on a le contexte historique, maintenant entrons dans le vif du sujet. Comment ça marche concrètement? Quelles sont les différentes méthodes? Et surtout, avec qui ou quoi ces channels disent-ils communiquer? Il n'y a pas une seule façon de faire. La plus connue, c'est sans doute le channeling oral. Là, le channel se met à parler, parfois avec une voix, un accent ou une gestuelle complètement différent des siens, comme s'il était un porte-parole. Ensuite, on a l'écriture automatique. La main du praticien semble bouger toute seule et écrit des textes dont il n'a pas conscience. Il y a aussi le channeling mental, qui est beaucoup plus discret. C'est une sorte de réception directe de pensées, d'images, un peu comme un téléchargement d'informations. Et enfin, on peut y associer la lecture psychique, qui est cette capacité à capter des infos sur quelqu'un ou quelque chose. Et de l'autre côté du téléphone, qui trouve-t-on? Eh bien, le répertoire est vaste, très vaste. Certains disent parler à leur guide spirituel personnel, des sortes de coachs de l'au-delà. D'autres visent plus haut et contactent des maîtres ascensionnés ou des êtres de lumière, des entités très évoluées. Il y a aussi des cas plus surprenants. Par exemple, Jay-Z Knight, qui canalise Ramta, un guerrier lémurien de 35 000 ans. Et bien sûr, il y a toute une catégorie d'entités décrites comme extraterrestres ou extradimensionnelles, dont le fameux Seth de Jane Roberts est l'exemple le plus célèbre. Faisons maintenant un saut dans notre époque. Comment cette pratique, qui était autrefois assez secrète, a-t-elle trouvé sa place dans notre société hyper connectée du XXIe siècle? C'est simple. Le channeling est sorti du placard. Il a quitté les petits cercles ésotériques pour devenir un service, voire un produit, sur le gigantesque marché du bien-être et du développement personnel. Aujourd'hui, on trouve des consultations de channeling payantes, des séminaires pour apprendre à ouvrir son canal et bien sûr, une présence massive sur YouTube, Instagram ou TikTok. C'est devenu une offre de services spirituels presque comme une autre. D'ailleurs, il y a une petite nuance de vocabulaire intéressante. On confond souvent médium et channel. Historiquement, le médium, c'est celui qui communique avec les esprits des morts. Le channel, lui, a un champ d'action beaucoup plus large. Guides, anges, extraterrestres, bref, des entités qui n'ont pas forcément été humaines. On dit aussi que le médium est souvent plus passif, il reçoit. Le channel, lui, pourrait avoir un rôle plus actif, une sorte de co-création dans la transmission du message. On arrive maintenant au cœur du réacteur, au point de friction.
Comment la science, la raison, le scepticisme perçoivent un phénomène qui, par définition, semble échapper à toutes nos lois physiques connues. Alors d'un côté, on a des organisations comme l'Institute of Noetic Sciences, qui a été fondé, je le rappelle, par un astronaute d'Apollo 14, Edgar Mitchell. Eux abordent ces phénomènes avec un esprit ouvert. Pour eux, ce n'est pas forcément de la superstition, mais plutôt l'exploration de nouvelles frontières de la conscience, des aspects de la réalité qui nous échappent encore. Et de l'autre côté, on a le consensus scientifique et la pensée sceptique qui proposent des explications bien plus terre-à-terre. Le point de départ est simple, il n'y a aucune preuve matérielle, tangible, de l'existence de ces entités. Pour expliquer le phénomène, la psychologie avance plusieurs pistes. Il y a la dissociation, un état où l'on accède à des parties de son propre inconscient mais en ayant l'impression qu'elles viennent de l'extérieur. Il y a l'autosuggestion, la créativité incroyable du cerveau humain capable de construire des univers entiers, ou encore des techniques comme le cold reading, l'art de donner l'impression d'en savoir beaucoup sur quelqu'un en posant les bonnes questions. En gros, le phénomène serait bien réel, mais il se passerait entièrement à l'intérieur du cerveau du channel. Il faut aussi ajouter un troisième acteur dans ce débat, les grandes religions. Que ce soit le christianisme, le judaïsme ou l'islam, la plupart voient d'un très mauvais œil ce genre de pratique. Communiquer avec les esprits, c'est souvent considéré comme quelque chose d'interdit, de dangereux, qui peut ouvrir la porte à des influences négatives ou trompeuses. Et entre ces deux mondes qui s'opposent, on trouve la parapsychologie. C'est une discipline qui essaye de jeter un pont, d'étudier ces phénomènes avec des protocoles scientifiques rigoureux. Le problème, c'est que ces méthodes et surtout ces résultats sont très, très controversés et ne sont à ce jour pas du tout acceptés par la communauté scientifique dans son ensemble. Alors, que retenir de tout ça, finalement? Qu'on y croit ou pas, le channeling nous dit quelque chose d'essentiel sur nous-mêmes. Que ce soit une vraie communication avec l'au-delà ou un incroyable voyage dans les profondeurs de la psyché, cette pratique répond à une quête humaine fondamentale, celle de dépasser nos limites, de trouver du sens et de se sentir connecté à quelque chose de plus grand que notre petite existence. La question finale reste donc entière. Le channeling est-il une porte ouverte sur une autre réalité? Une exploration fascinante du potentiel caché de notre propre cerveau? Ou peut-être un mélange incroyablement complexe des deux? La réponse au fond appartient à chacun. Mais ce qui est certain, c'est que le simple fait de se poser la question nous en apprend énormément sur notre désir de comprendre les mystères de la conscience et de l'univers.